Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Ce soir, à Vue d'ici, on se penche sur l'enjeu de la pénurie de main-d'œuvre. Bien que ça affecte tous les secteurs, on s'intéresse particulièrement à deux secteurs: l'industrie agroalimentaire et le défi des travailleurs temporaires étrangers et la crise des pharmaciens-pharmaciennes en milieu hospitalier. Restez avec nous, car ça commence maintenant. À vous à la maison, bonsoir et bienvenue à cette autre émission de Vue d'ici. Merci beaucoup de nous accompagner chaque semaine. Or, en cette première partie, oui, nous allons parler de la pénurie de pharmaciens-pharmaciennes en milieu hospitalier. Et, semble-t-il, la situation commence à devenir grave, surtout dans la Naudière. Or, pour en parler avec nous recevons en studio la directrice générale de l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec et aussi pharmacienne, Mme Linda Vaillant. Bonsoir, Mme Vaillant. Bonsoir. Bienvenue à l'émission. Merci. J'ai lu dans la recherche que j'ai employé le mot « semble devenir presque une crise », mais j'aimerais avant tout, qu'on parle de la situation. Dites-nous, il y a une grande différence entre un pharmacien en milieu hospitalier et le pharmacienne que l'on rencontre à toutes les semaines ou à tous les mois dans nos quartiers. Quelle est la différence et surtout, quel est votre rapport et votre plus-value, disons? Absolument. Alors, oui, la situation, elle est problématique partout. Là, vous mentionniez la Naudière, mais c'est pas pire dans la Naudière qu'ailleurs. On pourra faire le tour tout à l'heure. Mais merci pour votre première question, parce que les pharmaciens d'établissement ou les pharmaciens de milieu hospitalier sont probablement beaucoup moins connus que leurs collègues en pratique privée. Les pharmaciens de quartier sont plus visibles, je dirais, et plus nombreux. Alors, on a 10 000 pharmaciens au Québec. Il y en a 2 000 dans les établissements de santé. Ce sont des pharmaciens qui font leur formation de base de pharmacie, c'est 4 ans de formation universitaire, et qui poursuivent leurs études pour aller se spécialiser, là, entre guillemets, pour les médicaments qui sont administrés en milieu hospitalier. Un genre de maîtrise. C'est une maîtrise, c'est ce qu'on appelle, c'est tout à fait ça. C'est une maîtrise professionnelle au cours de laquelle on va apprendre tout ce qui est le circuit du médicament en établissement de santé, mais surtout les médicaments qui sont différents de ceux qu'on va apprendre au cours du premier cycle de pharmacie universitaire. Okay. Par exemple, les patients cancéreux qui reçoivent de la chimiothérapie. Alors, des médicaments intraveineux. Il y a beaucoup de chirurgie dans les hôpitaux, donc on donne souvent les médicaments par les veines. Toute cette panoplie de médicaments-là ne sont pas étudiés au niveau du premier cycle, donc on fait ça dans le parcours de maîtrise. Première distinction. La deuxième chose, c'est que les pharmaciens d'établissement se retrouvent au sein d'équipes de soins. Alors, quand vous allez en pharmacie de quartier, vous voyez votre pharmacien derrière le comptoir qui travaille avec le personnel technique. Dans un établissement de santé, on ne le voit pas toujours, mais il est derrière chacun des médicaments que vous allez recevoir si vous êtes hospitalisé. Et si vous êtes dans certaines cliniques ambulatoires, je parlais de l'oncologie, la clinique de cancer à l'instant, les pharmaciens doivent être absolument présents pour gérer toute cette médication-là qui est quand même extrêmement toxique. Là. Donc ça prend vraiment le pharmacien. Il fait partie de l'équipe de soins. Il fait partie de l'équipe, tout à fait. Et son rôle, essentiellement, c'est d'assister le médecin et de prendre en charge tout ce qui est médicaments. Déterminer est-ce qu'on a la bonne dose, est-ce qu'il y a des interactions qui pourraient causer un problème au patient qui est devant nous. Est-ce que ce patient a un foie qui fonctionne normalement, des reins qui fonctionnent normalement? Sinon, comment on doit ajuster la médication? Est-ce qu'on fait une prise de sang pour vérifier le niveau du médicament dans le sang? Donc, c'est en gros le rôle du pharmacien. Il est un peu le gardien, je dirais, de la sécurité des soins liés aux médicaments. Fait que, je résume, là, mais en gros, c'est ce qu'on va faire en établissement de santé ou en CHSLD, parce qu'on retrouve aussi des pharmaciens en CHSLD et en maison des aînés, là, les nouvelles maisons des aînés qui viennent d'ouvrir. Or, la fameuse question, quelle est la situation au Québec? Quelle est la situation dans la Naudière? Sommes-nous vraiment dans une crise? S'est-elle aggravée?
Oui. Alors, il y a déjà une vingtaine d'années, on a commencé à avoir des enjeux de main-d'œuvre. Donc maintenant, on en parle pour tous les corps d'emploi, là, des enjeux de main-d'œuvre, mais en pharmacie d'établissement, ça date déjà d'une vingtaine d'années. Certains gestes avaient été posés à l'époque pour tenter d'améliorer les choses. Malheureusement, ça n'a pas été suffisamment fort, je dirais, là, comme solution qui a été mise de l'avant, ce qui fait qu'actuellement, oui, la situation s'aggrave. Non seulement ça aggrave, mais maintenant, on se rend compte qu'on n'a même pas, si on regarde combien de postes sont vacants, que ce soit dans la Naudière, on pourrait y revenir, ou dans toute la province, ces postes vacants-là ne sont même pas le reflet des réels besoins qu'ont les patients en termes de médicaments ou de pharmaciens. Pourquoi? Parce que les postes ont été un peu figés dans le temps. Il y a déjà quelques années qu'on a établi les registres de postes. Comme on manque de main-d'œuvre, on ne se demande pas est-ce que je devrais créer de nouveaux postes, est-ce qu'on est déjà en pénurie de main-d'œuvre, donc on ne fait pas cet exercice. Nous, on vient de faire cet exercice-là à l'association à partir de 4 secteurs de soins spécifiques. Ouais. En oncologie, aux soins intensifs, en dialyse et à l'urgence. Et dans ces secteurs-là, pourquoi ces secteurs-là? Parce que c'est les seuls pour lesquels on a des ratios qui existent dans la littérature, sur lesquels on peut s'appuyer. Ça nous dit combien ça prend de pharmaciens selon le nombre de patients qui est là. À partir de cette étude-là, on réalise que les postes actuellement vacants, les postes qui existent même globalement au registre de postes des établissements de santé sont insuffisants. Donc, il faudrait augmenter le nombre de postes pour bien refléter le besoin. Parce que les médicaments, c'est complexe, il y en a partout. Si vous rentrez à l'hôpital et que vous en ressortez sans avoir un nouveau médicament, vous allez être une exception. Hein? Quand on rentre à l'hôpital, le traitement central, c'est souvent la médication. Donc, c'est un double problème, là. Déjà, il y a des postes vacants comblés, et si vous les comblez, ils ne sont pas suffisants en soi en plus. Bien, exactement. Alors, revenons dans la Naudière. Oui. La Naudière, vous avez, je vous dirais, une cinquantaine de pharmaciens d'établissements, une cinquantaine de postes ici, dans la région. Sur ces 50-là, il y en a déjà une dizaine qui sont vacants. Donc, je prends mon registre de postes, là, je regarde, j'ai 50 postes, j'ai à peu près 40 pharmaciens, il me manque déjà 10 personnes. L'étude qu'on vient de faire dans les 4 secteurs de soins révèle qu'en fait, ça prendrait 10 postes de plus pour répondre aux besoins des patients. Donc, c'est plus 10 pharmaciens qui nous manquent, c'est 20 pharmaciens. Et ça, c'est seulement pour les 4 secteurs dont je viens de vous parler. 50 Alors, bien, on arrive, en fait, on arriverait à 20... Vous avez déjà. C'est ça. Donc là, présentement, on est à peu près à 20 de pénurie. Donc, c'est sûr que si on augmente le registre de postes, c'est beaucoup plus. Si on le regarde à la grandeur de la province, la situation est très similaire. Donc, on manque de pharmaciens à Montréal. On en manque à Québec, on en manque en Estrie. On en manque encore plus quand on s'éloigne des grands centres, si on s'en va sur la Côte-Nord, en Abitibi, en Outaouais. Mais la situation, elle est difficile partout. Et on s'arrache les pharmaciens à l'heure actuelle. Je vous parlais du programme de maîtrise tout à l'heure. Il faut savoir qu'il y a 114 places à la maîtrise. Et cette année... À chaque année? Exactement. Donc, disons, dans la dernière année, il y avait 114 places et on a 53 candidats en formation actuellement. Donc, moins de la moitié des places. Est-ce que c'est une décroissance? Est-ce que c'est une constance? C'est une décroissance importante. Il y a de moins en moins d'intérêt pour la pharmacie d'établissement. Donc, on est vraiment à un stade là, où il y a une forte compétition de nos collègues en pharmacie privée qui peuvent en faire plus. Hein. Vous l'avez sûrement constaté aussi comme patient, peut-être, ou comme citoyen. Depuis la pandémie, les pharmaciens peuvent vacciner, prennent en charge les traitements, peuvent renouveler des médicaments pour vous. Donc, tout ça, ça fait en sorte qu'il y a un besoin important de main-d'œuvre dans le secteur privé aussi. Il y a une pression là aussi. Il y a une grosse pression pour eux aussi. Alors, ils viennent recruter sur les bancs d'école. Donc, dès que les jeunes arrivent en première année de pharmacie, souvent, ils ont 2 ans de moins à faire s'ils vont en privé. Et voilà. Donc, après les 4 ans de formation, ils ont un choix à faire. Est-ce que je vais tout de suite au secteur privé où on me sollicite beaucoup et où je vais gagner plus cher, on peut se le dire, là, ou bien est-ce que je continue 2 ans de formation pour aller travailler dans le secteur public où je vais gagner moins cher? Donc, il y a véritablement cet enjeu-là qui fait qu'il y a un intérêt de moins en moins important des jeunes là, et de la relève envers la pratique en établissement de santé, alors que c'est crucial d'avoir des pharmaciens parce que la complexité est vraiment au rendez-vous pour ce qui est de la médication. Quel serait justement l'impact que cette pénurie-là s'aggrave en milieu hospitalier? Bien, voyez-vous, prenons la salle d'urgence. Oui. Okay? À l'heure actuelle, dans les salles d'urgence, il y a très, très peu. Globalement, au Québec, il n'y a pas la moitié des salles d'urgence qui disposent d'un pharmacien. Quand le pharmacien est là, ce qu'il fait quand on vient à l'urgence, c'est qu'il va souvent vous voir entre le triage et le médecin. Okay? Il va vous rencontrer et faire le tour de ce que vous prenez comme médicament. Dans plusieurs cas, c'est démontré dans la littérature, surtout chez les personnes âgées, les patients qui viennent à l'urgence, le problème qui les a amenés là est souvent un problème lié à un médicament. Une toxicité, un effet secondaire, peu importe. Donc, le pharmacien va être à même de tout de suite identifier le problème. Quand on n'a pas de pharmacien dans la salle d'urgence, là, on se met à investiguer.
Le médecin va faire différents tests, demander des études. Et c'est des délais additionnels. Ce sont des délais. Et en plus, on peut se retrouver avec le patient qui, finalement, ultimement, pour lequel on n'a pas trouvé véritablement le problème, qui va retourner à la maison et qui va revenir. Hein, c'est le syndrome des portes tournantes. Donc, ça, c'est un des effets concrets. Quand on n'a pas de pharmacien à la salle d'urgence, on engorge davantage le système, on demande plus de tests, ça prend plus de temps d'investigation. Alors, c'est une des choses. Je pourrais vous parler de tous les secteurs de soins comme ça, où les pharmaciens ont vraiment un rôle très, très significatif. En dialyse, par exemple, très rapidement, juste vous dire, en dialyse, les patients, leur rein ne fonctionne pas. Donc, c'est une machine qui filtre les déchets du corps humain. La plupart des médicaments sont éliminés par le rein ou par le foie. Si le rein ne fonctionne pas bien, c'est extrêmement important de bien doser les médicaments que vous allez prendre par la bouche, là. Et ça prend un pharmacien pour faire ça. Et plusieurs cliniques de dialyse n'ont pas de pharmacien dans leurs équipes. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une autre utilité qui, honnêtement, personnellement, m'a rendu grand service, surtout pour mon fils, où le service de pharmacie d'hôpital Maisonneuve-Rosemont nous a permis de payer moins cher un médicament en le séparant en fioles, parce que sinon, c'était une perte. Okay. Il y a un grand service, même humain, auprès des gens. Okay. Quelle serait la solution? Vous parlez de maîtrise tantôt. Il faut que ça monte. Comment on fait pour les monter? Là? Absolument, absolument. Mais je pense qu'il faut valoriser cette pratique-là parce que c'est vraiment une pratique le fun. C'est vraiment intéressant, c'est très challengeant. On se sent très utile. Là. Quand un jeune veut faire quelque chose d'utile dans la vie, là, c'est vraiment, vraiment... La pharmacie, c'est un beau domaine. Et en établissement de santé, on est dans l'équipe. C'est extrêmement le fun. Mais il faut valoriser ça. Il faut donner un coup de barre. Premièrement, il faut que cette maîtrise-là soit davantage connue de la population. Hein, notre employeur, nous, c'est le ministère de la Santé, là, c'est les établissements. Alors, il faut qu'on annonce là, qu'on a besoin de pharmaciens. Vous vous rappelez, durant la pandémie, les préposés? Oui. On en avait besoin. Tout le Québec sait qu'on a besoin de préposés. Mais là, il faut que tout le Québec sache qu'on a besoin de pharmaciens d'établissement pour les amener, les jeunes, vers la pratique en établissement de santé, de un. De deux, il faut être capable de compétitionner un peu mieux avec le secteur privé. Évidemment, c'est des deniers publics. Là. On ne pourra jamais entrer dans une spirale sans fin avec le secteur privé, mais on ne peut pas laisser des écarts importants se creuser comme ce qu'on voit à l'heure actuelle. Les gros écarts, ça fait en sorte que les jeunes ne viennent pas. Troisièmement, il faut améliorer l'accès à cette maîtrise-là. Donc, peut-être qu'il faut aussi que les facultés de pharmacie avec le ministère de la Santé travaillent pour rendre ça plus flexible. À l'heure actuelle, c'est un 2 ans mur à mur. Est-ce qu'on pourrait ramener ça peut-être à du temps partiel, permettre aux gens de mieux concilier la vie personnelle avec le travail, les études? C'est des avenues aussi qu'il faut regarder pour essayer d'améliorer les choses. Puis le dernier élément, je vous dirais, c'est qu'il faut donner une valeur à cette maîtrise-là au même titre qu'on le fait pour les infirmières. Vous savez, les infirmières de pratique spécialisée, les IPS, là, on en parle beaucoup. Alors, il y a un projet présentement sur la table qui viendrait créer des PPS, appelons-les comme ça, donc des pharmaciens de pratique spécialisée. On reconnaîtrait cette valeur de maîtrise-là et on permettrait aux pharmaciens de prendre en charge de manière autonome, de prescrire de façon autonome, prendre en charge des patients. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui valorise la pratique et qui fait en sorte que les jeunes, même si le salaire n'est pas tout à fait au rendez-vous, se disent « je fais quelque chose de le fun, je deviens un spécialiste de la pharmacothérapie, ça m'intéresse ». Alors, c'est différentes avenues là, qu'on met de l'avant. Et vous, l'association, je présume que vous en parlez, vous dites depuis, je présume, 20 ans. Vous dites que c'est un problème depuis 20 ans. À peu près, oui. Quelle oreille, quelle attitude avez-vous de nos dirigeants quand vous leur mentionnez vos préoccupations? De l'écoute, je vous dirais, on vient de reprendre un cycle où on se rencontre un peu plus étroitement avec le ministère de la Santé parce notre 30 ans de travail est échu, puis on doit revoir un peu les paramètres et les conditions de travail et d'exercice. Alors, il y a de l'écoute, il y a une compréhension du problème. Maintenant, il faut s'entendre sur les solutions. Parfois, on ne voit pas tout à fait les mêmes solutions. Mais je vous dirais qu'à l'heure actuelle, on amorce nos échanges avec le ministère de la Santé. On espère arriver à quelque chose qui va être, comment je dirais, concluant pour les pharmaciens d'établissement, mais surtout concluant pour les patients qu'on va retrouver dans nos établissements de santé, en CHSLD ou en hôpitaux de soins aigus. Parce que l'importance demeure, l'importance risque donc d'être encore plus importante pour faire un genre de pléonasme. Oui, oui. Madame Linda Vaillant, vous êtes directrice générale de l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec et vous-même pharmacienne. Je vous remercie de ces précisions. On va inviter les jeunes. Intéressez-vous à ce domaine-là. Vous pourriez être surpris. Merci, madame. Merci à vous. On se revoit après la pause.
De retour avec vous. Chaque année, comme vous le savez sans doute, le Québec, la Naudière, reçoit de nombreux travailleurs étrangers temporaires. Évidemment, ils nous sont utiles pour maintenir à tout le moins nos récoltes. Mais les travailleurs étrangers temporaires doivent relever certains défis quand ce ne sont pas les règles qui changent. Pour en parler avec nous, nous recevons en studio M. Fernando Boria, directeur général de la Fondation des entreprises en recrutement de main-d'œuvre agricole étrangère, l'organisme FERM. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à l'émission. Merci. Tout d'abord, avant d'entrer dans certains sujets, qu'est-ce que l'organisme FERM? Quelle est votre mission, les services que vous offrez? Qu'est-ce que c'est? D'accord. Donc, FERM, c'est un organisme à but non lucratif. A été créé en 1989 par les associations d'employeurs. Donc, il y avait des associations qui sont réunies pour simplifier les démarches pour faire venir des travailleurs étrangers. Donc, ça a commencé petit, avec une centaine de travailleurs. Maintenant, on représente un petit peu plus que 2000 entreprises partout au Québec et on fait venir à peu près un petit peu plus que 21 000 travailleurs par année. Au Québec? Au Québec. Quelle est la situation dans la Naudière? Vous êtes présent dans la Naudière, évidemment. Oui. Quelle est la situation dans la Naudière? Oui, à la Naudière, ça fait beaucoup d'années qu'il y a des employeurs qui participent dans les programmes. Surtout, ça a commencé avec le Mexique. Les programmes du Mexique existent depuis 1974. Quand même. Mais ça, nous, à fin 1989, donc il y a beaucoup de producteurs de la Naudière. Surtout, dans les temps, il y avait beaucoup de fermes de tabac dans cette région, qui maintenant sont devenus des maraîchers. Des maraîchers. Des légumes. Donc, c'est ça à peu près ici, dans la région, on fait venir à peu près 2000 travailleurs, la plupart dans les maraîchers légumes, un peu dans les maraîchers des fruits, quelques-uns dans les pépinières, secteur laitier aussi, secteur porcin. Et il y a une grande partie de ces travailleurs-là ils ne sont ici que pour l'été, pour les maraîchers. Mais il y en a d'autres qui sont vraiment à l'année. Oui. C'est ça, donc on voit ça de plus en plus, le secteur laitier, je pense que c'est le secteur qui a de plus en plus des croissances depuis quelques années. Les secteurs laitiers en général, ils ont besoin d'un ou deux travailleurs. Même eux, ils ne sont pas capables de recruter localement. Donc là, c'est sûr que la main-d'œuvre étrangère, ça est devenu une nécessité. Ce n'est pas vraiment un choix, c'est une nécessité pour pouvoir continuer à l'entreprise. Parce que ça répond à une certaine pénurie de main-d'œuvre, c'est-à-dire locale. Oui. Ces travailleurs-là répondent à cette pénurie-là. Le mandat principal du gouvernement, c'est vraiment avoir de la main-d'œuvre pour que la personne, l'employeur puisse continuer à fonctionner. Sinon, il n'y en a pas. Il y a une pénurie chronique, donc on ne pourrait plus parler de pénurie parce que c'est chronique. C'est chronique, c'est ça. Donc, on va vivre avec ça. C'est ça. Maintenant, j'ai dit avant de vous présenter que les travailleurs devaient relever plusieurs défis. À quoi ils font face? Outre un système puis un pays différent, qu'est-ce qu'ils doivent remonter comme difficulté? Bien, c'est sûr que c'est difficile de laisser la famille, en principe. En général, c'est des pères de famille. Ils laissent derrière les épouses, les enfants, s'intégrer dans un nouveau système, une nouvelle langue. La plupart des travailleurs, quand même, c'est des travailleurs qui reviennent année après année. Donc, je dirais 90% des travailleurs ont déjà l'expérience de l'année antérieure. Donc, là, certaines routines. Donc, là, ils reviennent d'année à la ferme. Donc, c'est déjà des gens qui sont habitués. Mais quand même, ils doivent laisser à chaque année leur famille. Nous, comme organisme, on préfère qu'il y ait des travailleurs qui viennent pour des contrats, donc 8 mois à peu près, et qui retournent dans leur pays à leur famille, parce que c'est le but principal. Ils viennent pour améliorer la famille. S'ils viennent ici pendant 2 années, 3 années, mais ils perdent les liens de la famille, qui pour moi, c'était important. Donc, nous, on préfère qu'il y ait des rotations des travailleurs, donc 8 mois, 4 mois chez eux, que c'est suffisant pour avoir des projets dans leur pays. Ça sert aussi à développer aussi de l'autre côté les pays. Et donc, je pense que ça, c'est la bonne formule. Mais oui, on a des travailleurs à l'année. Donc, les producteurs laitiers, c'est à l'année. Les serres, de plus en plus, on a de plus en plus de serres. Donc, c'est des travailleurs qui viennent à l'année. Mais toujours, la grande moyenne, comme je disais tantôt, c'est des maraîchers. C'est ça, la grande majorité. C'est ça, la moyenne, c'est 24 semaines de contrat. 24 semaines. Et je crois que c'est déjà commencé, là. Il y a
quoi, 200 travailleurs presque par semaine qui peuvent arriver. On a des vols presque tous les jours, mais on a des vols non lissés. Des fois, il y a des avions qui arrivent avec 160, 180 travailleurs. Mais ici, dans la région, oui, ça commence à venir les travailleurs pour les maraîchers. Ça va commencer bientôt dans les prochaines semaines. Et quand les travailleurs arrivent, est-ce qu'ils sont tous logés par le producteur? Oui, pour le secteur agricole, c'est pas mal ça. C'est les employeurs qui reçoivent les travailleurs dans la ferme. Ils sont des logements pour eux, ou sinon dans les villes proches de la ferme, et ils les logent. Donc oui, ils sont logés par les employeurs. La situation à la Naudière, le logement, comment est-il? Parce que, vous savez, on a entendu beaucoup d'histoires où les droits des travailleurs n'étaient pas toujours respectés. Quelle est la situation à la Naudière? Oui, mais en général, ça se passe bien? En général, oui, partout au Québec, les employeurs sont responsables. Ils reconnaissent l'importance des travailleurs, ils les traitent très bien. Il y a, oui, des situations où il faut intervenir, où je pense que les travailleurs arrivent dans une situation bien réglementée. Il y a beaucoup d'organismes, beaucoup de joueurs qui s'assurent que les travailleurs sont dans des bonnes conditions. Et nous, comme organisme, on fait beaucoup d'efforts aussi pour s'assurer que les employeurs avancent aussi dans les règlements, leurs obligations, qu'ils soient de plus en plus connaissants de leurs droits, de leurs obligations, tant les employeurs que les travailleurs. Donc, je pense qu'en général, si on prend la plupart des 21 000 travailleurs, je dirais que ça se passe très bien. C'est des employeurs qui sont assez responsables parce qu'ils ont besoin de cette main-d'œuvre. J'ai aussi dit, avant de vous présenter, que certaines règles peuvent changer. Il y en a une qu'on a entendu beaucoup parler, c'est les travailleurs venant du Mexique devront maintenant avoir un visa. Oui. Quelle est la situation et est-ce que ça complique vraiment l'arrivée de travailleurs étrangers? Oui, c'est ce qui est compliqué, c'est que c'était annoncé sans pas donner des temps de s'ajuster. Donc là, on a dit les 27, je pense, le 27 février, ils ont dit on va mettre un visa à partir du 29 février. Donc là, il y avait pour les travailleurs mexicains, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Pour certains... Pour le Guatemala, par exemple, oui. C'est quelque chose qu'on fait depuis beaucoup d'années. Et avec une planification, ça s'est fait très bien. Donc ça fonctionne, le système. Au Mexique, ce qui était difficile, était préoccupant, c'est que c'était des jours le lendemain qu'on devait avoir maintenant une étape de plus pour que les travailleurs puissent arriver. Heureusement, les travailleurs du Mexique agricoles vont pouvoir venir avec une procédure simplifiée. Donc, les gouvernements du Canada et du Mexique sont entendus et ils vont faciliter les démarches pour les travailleurs agricoles. Donc, on ne devrait pas avoir de retard. Donc, on avait peur que pour commencer la saison, les travailleurs ne soient pas là. Ce n'est pas le cas pour le moment. Si le système fonctionne comme c'est prévu, on ne devrait pas avoir de problème. Donc, on aurait évité une catastrophe, parce que ça pourrait être une catastrophe. Il y a aussi Ottawa qui pensait doucement refermer le robinet, prétextant toutes sortes de problèmes, le logement et tout ça. Quel peut être l'impact si le Canada, le Québec, la Naudière acceptent moins de travailleurs étrangers? Quel va être vraiment l'impact? Mais l'impact, c'est au niveau des... Les employeurs ont besoin de cette main-d'œuvre pour pouvoir produire. S'il y a moins de travailleurs disponibles, mais en général, les entreprises vont réduire leur production. Peut-être certains vont dire, OK, c'est ça, c'est pas convenable de produire en moins, donc peut-être c'est mieux de fermer. On va aller peut-être déménager l'usine au sud, aux États-Unis ou au Mexique, parce qu'on a besoin de main-d'œuvre étrangère pour générer des emplois locaux. Alors, si l'entreprise pense que ce n'est pas viable de produire avec un moindre nombre de travailleurs, c'est sûr que ça va être une complication pour les régions, parce qu'on pourrait perdre des entreprises qui sont importantes pour les régions. Parce que ça, ce n'est pas d'hier que la main-d'œuvre locale ne se rend pas dans les champs. Vous avez été créé en 89. Ouais. On parlait avant l'entrevue que déjà dans les années 70, il y avait des travailleurs étrangers. Quelle a été la croissance? Vous avez dit au début quelques centaines. À quelle période il y a eu une croissance incroyable? Des années 2000, avant les années 2000? Ouais. Mais ça, oui, on pourrait dire
De 89 jusqu'à 2003, on n'était qu'avec des Mexicains, surtout des Mexicains, quelques gens des Caraïbes. Mais depuis 2003 jusqu'à maintenant, la croissance, surtout les bolets agricoles qu'on appelle les travailleurs du Guatemala, ça a été vraiment exponentiel. Donc, on a passé de quelques milliers, de 3 000, 4 000 travailleurs. L'année dernière, on a eu un petit peu plus que 21 000. Mais ça, on a vu aussi, on s'est éloigné aussi des centres, donc de Québec, la Montérégie, Laval, Outaouais, Saint-Eustache. Donc maintenant, on est partout. En Abitibi, dans Saguenay, quand j'ai commencé il y a 25 ans, il y avait des familles qui descendaient du Saguenay pour travailler en Montérégie. Maintenant, on a beaucoup de travailleurs mexicains et guatémaltèques au Saguenay. Donc c'est sûr qu'il n'y a pas de Québécois pour faire le travail, même pas pour les postes agricoles, même dans les fermes, il y a beaucoup d'autres emplois qui seraient très intéressants, mais il n'y a pas assez de personnes pour prendre ces localement, non? Localement, c'est ça. Dites-moi, est-ce que c'est les mêmes préoccupations dans toutes les régions, le sort des travailleurs étrangers et surtout leur nécessité? Est-ce que c'est un peu partout pareil? Oui, non, ça, je pense que c'est une nécessité, avoir des travailleurs locaux. Si on veut continuer à avoir une agriculture comme on la connaît, ça prend des travailleurs de l'étranger, sinon c'est impossible qu'un producteur puisse produire de la même façon sans travailleurs étrangers. Beaucoup de gens, beaucoup de fermiers, si vous leur demandez, si les travailleurs n'étaient pas là, il n'y aurait pas de ferme. Il n'y aurait pas de production. Non, et probablement pas de ferme. C'est ça, il n'y a pas de ferme. Donc ça, c'est une certaine. Et maintenant que la nécessité des travailleurs étrangers, eux, comment ils vivent ça? Vous parlez à plusieurs, je présume. Oui. Comment vivent ça année après année, venir au Québec? L'été, laissant leur famille. Comment ils vivent ça? Sont-ils bien? Sont-ils... Oui, je pourrais vous dire qu'en général, oui. C'est sûr que c'est difficile de laisser la famille. Oui, hein? Mais ils ont besoin. Donc là, je pense que ça, les besoins de gagner de l'argent pour faire vivre leur famille, on peut dire qu'ils n'ont pas le choix. Mais avec les années, les travailleurs apprécient cette opportunité d'emploi et la façon dont leur famille améliore leurs conditions là-bas. Comme je disais, les enfants, il y a beaucoup de travailleurs qui sont très fiers de dire que les enfants, on peut aller à l'école, ont une meilleure nutrition. Alors, ils donnent l'opportunité aux enfants, c'est ça, ils donnent l'opportunité à l'enfant de ne pas faire la même chose que lui. Monsieur Bardier, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ça nous a allumé quelques lumières. Merci beaucoup. Quant à nous, on se revoit dans une semaine. Merci à tout le monde, à l'équipe, en studio, à la recherche. Bye bye.